Bonne idée. Mais le truc qui ne sert à rien depuis 1900. Non mais ça c'est pour faire genre. Attention, 3, 2, 1. Make my day. Bonjour et bienvenue dans cet OP Frisson spécial. Quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle sur l'esprit gémissant en proie aux longs ennuis et que de l'horizon embrassant tout le cercle, il nous verse un jour noir plus triste que les nuits. Ça veut rien dire, encore une fois. Bah, c'est pas... Non, Baudelaire, ça veut pas rien dire. Après, t'es pas obligé d'être d'accord, mais ça veut pas rien dire. Le mec, il se torchait la gueule à l'absinthe, il fumait tout ce qui passait. C'est évidemment que ça veut rien dire. Cette émission est tournée par un mec qui ne croit plus en rien. You need some help, man. Et non, malgré des apparences lointaines, ce n'est pas du Zemmour ni du Trierweiler, étendard d'une modernité littéraire pour qui le spleen est la quintessence du cash flow. Et ouais, pour ceux qui n'ont pas eu 2 en philo au bac, c'est du Baudelaire que je ne convoque pas pour le simple plaisir de me pignoler, mais parce que la majorité des films que j'ai sélectionnés ce mois-ci questionnent avec force, tristesse, mélancolie, désenchantement et une bonne grosse dose de l'exomile la nature de l'homme et son approchement entre la vie et la mort. You feel the need for a relationship? Get a dog. De temps en temps, comme tu dis, il faut embrasser le dépressif. Embrassons le spleen parfois. Il est nécessaire, il fait partie de la condition humaine. L'oublier, l'ignorer, c'est se mentir à soi-même. Fuck you. Un sujet fort à propos à l'heure des sociopathes à cagoule, des dégénérés du Dow Jones, des pandémies en devenir, et en ce qui nous concerne, des logorées mielleuses d'un cinéma français propagandiste qui dévoie chaque jour davantage le mot comédie pour imposer sa litanie réac sur une utopie française sans cesse déréalisée. Heureusement, j'ai envie de dire, car si nos films du mois peuvent parfois plomber ou interroger avec amertume ce qui nous définit, ils n'en sont pas moins 1000 fois plus fascinants que n'importe quelle beaufitude pensée pour une ménagère rose bonbon qui n'existe pas, mais que nos hipsters de l'entertainment ont besoin d'imaginer pour justifier de leur cynisme. Alors, le suicide français, peut-être pas, mais le suicide du cinéma français, on n'en est pas loin. Et ça se résume à un seul mot. Ça se résume à ça. Quand tu lis ça, t'as tout compris. Mais comme d'habitude, et c'est un soulagement, nous allons parler de films tristes, mais qui heureusement n'ont strictement rien à voir avec cette triste constatation. On attaque cette émission avec ce qui s'annonçait comme un pur polar noir, hard-boiled, post-moderne, dont la bande-annonce jouissive excita les cinéphiles gavés par Taken, qui retrouvaient enfin l'espoir de voir l'excellent Liam Neeson dans un genre trop peu exploité aujourd'hui. So what? You gonna stab me now with that big knife? It's gonna bother me too, for a long time, I know it will. How much is it gonna bother you? I take that knife away and stick it in your neck. Could you really do that? Yeah, I really could. But I'd rather not. Je parle bien sûr de Balade entre les tombes ou Walk Among the Tombstones de Scott Frank, un film au final noir, hardboiled donc, en tout cas dans le sens originel du terme, mais tellement pas postmoderne qu'il fait figure d'objet anachronique dont les valeurs antédiluviennes, aussi sincères soient-elles, apparaissent désormais comme une succession de clichetons grotesques. À mater donc, mais d'un regard crédule. So you're a private detective? Unlicensed. I do favors for people. In return, they give me gifts. Que les choses soient claires, si Balade entre les tombes n'est pas l'uppercut attendu, malgré un pré-générique galvanisant, il n'en est pas pour autant un mauvais film. Mais c'est un petit polar au charme suranné, d'un classicisme tel qu'il risque de rebuter tous ceux qui espéraient y voir, moi compris, une sorte de profession de foi postmoderne sur le genre. En vrai polar hardboiled, dont l'existentialisme prime sur toute autre considération, Balade entre les tombes peint le bon vieux détective blasé qui traîne ses guêtres parmi les morts d'une ville sans espoir et qui, au contact de lueurs d'innocence se débattant dans ce chaos, va tenter de retrouver, comme une rédemption impossible, sa place parmi les vivants. The girl's gotta be alive and all in one piece for any kind of deal to happen.
Are you listening, motherfucker? Un beau thème, un vieux thème aussi, dont on a vu 1000 interprétations, qui aurait gagné à chercher un renouveau dans ses codes, plutôt que de les appliquer à la lettre, comme un bon élève, sans réaliser que leur surexploitation en a tué non pas le sens, mais tout simplement la fraîcheur et l'impact. Qui te reprend du coup littéralement des codes qui peuvent plus passer. Tu le vois le truc, tu vois la nécessité, le code est important, il est nécessaire dans ce film-là. Et c'est juste, on l'a vu 2 milliards de fois. De l'ancien flic traumatisé parce qu'il a tué un gosse aux séances de groupe chez les alcooliques anonymes, en passant par le jeune black défavorisé, mais génie informatique qui va aider l'anti-héros à retrouver son goût à la vie, le film enquille des codes clés du genre, mais comme un métronome, sans aucune surprise, sans dévier des rails du respect timoré au genre, sans se rendre compte, ou alors c'est suicidaire, qu'ils sont tous devenus objets de caricature. You dealt with situations like this? Not like this. Il faut faire un sacré effort de crédulité ou d'oubli pour regarder la scène finale, scandée en off par les 10 commandements de l'alcoolique repenti, pour ne pas souffler d'agacement, d'ennui ou de sarcasme. Le coup classique du final mis en montage parallèle, et en fait tu vois, le sens est tellement littéral, simple, vieillot, presque antédiluvien dans la valeur qu'il véhicule, que tu te dis, alors c'est terrible, hein, parce qu'on est toujours à vouloir des films intègres, premier degré, qui sont pas bardés de cynisme, et puis quand on a un qui arrive et qui est littéralement comme ça, t'es là, tu dis, ouais, ça ne marche pas. J'ai envie que ça marche, mais ça ne marche plus. You want? I can leave. Et c'est uniquement parce que sa belle lumière, sa belle interprétation, sa belle réalisation old school sont au diapason de son enfilage de perles qu'on n'a pas envie de se moquer. Mais franchement, surtout quand le réal ajoute au cliché le code désormais obligé chez Monsieur Taken de la badass attitude au téléphone, ça devient dur. You know, I could cut the little throat and send her back to Daddy a chunk at a time. Then you're dead. Oh? Yeah. Oh. You want your money? Or you want to be looking behind you for the rest of your worthless fucking life? Bref, en revenant mollement aux sources du genre plutôt que d'essayer d'en être une audacieuse itération, Balade entre les tombes recueille ce même respect que l'on donne aux anciens, mais ne produit jamais, mais alors jamais, de véritable enthousiasme. People are afraid of all the wrong things. And once they're in the van, they're just body parts. C'est une réaction normale, vous me direz, à l'aune d'un genre qui scrute la noirceur de l'âme humaine, mais il est des cas où la trahison peut parfois produire plus de sens et d'effet que la sage déclinaison scolaire. C'est propre et gentil, c'est presque, même si son sujet, pourtant, tu vois, il est hardcore, je veux dire, les mecs qui l'affrontent, c'est quand même des gros tarés qui violent et qui tout ce que tu veux, mais la façon dont c'est fait, c'est inoffensif. Il y a jamais le truc qui m'a gratté dans le film, jamais à un moment donné, je me suis dit, tu vois là, ouais, il touche à quelque chose qu'on n'a pas envie d'entendre ou qu'on n'a pas envie de voir. Et c'est typiquement le sujet où tu veux ça. C'est comme quand Matthew McConaughey dans True Detective, des fois au détour d'une seule phrase, il va te dire le truc où t'es là, tu fais putain c'est vrai, et c'est pas cool à savoir en fait que c'est vrai. Et là, ça va pas assez quoi, c'est trop gentil. C'est gentil, c'est mignon, tu vois, c'est limite un Polar Boy cucul à praline, donc c'est un peu... Bon, bref, m'énerve. On continue dans l'autopsie désenchantée de la condition humaine, avec pour le coup un très très grand film accueilli comme tel, probablement le dernier de son auteur, mais dont on n'imaginait pas qu'il serait à ce point le réceptacle d'une introspection maladive. Je parle bien sûr du Vent se lève d'Hayao Miyazaki, qui plus qu'une œuvre mélancolique synthétisant le regard que ce génie porte sur le monde, se révèle comme le miroir d'une ultime remise en question. Et la question qu'il pose avant de baisser le rideau sur sa vie comme sur ses films est aussi insondable que la mort elle-même. 君はピラミッドのある世界とピラミッドのない世界とどちらが好きかね。ピラミッドですか。空を飛びたいという人類の夢は呪われた夢でもある。飛行機は殺戮と破壊の道具になる宿命を背負っているのだ。はい。それでも私はピラミッドのある世界を選んだ。君はどちらを選ぶね。
Bon, il est évident qu'il faudrait une émission entière pour évoquer toute la richesse thématique et visuelle de cette œuvre testamentaire, qui s'impose comme la synthèse hallucinante du cinéma de Miyazaki, mais aussi comme son ultime négatif. Car si l'on reconnaît en tout point sa mise en scène, ses obsessions, sa poésie, son humanisme à fleur de peau et son imaginaire, le conflit intérieur qui le rongeait et qui larvait jusque-là sous forme d'onirisme allégorique explose ici littéralement comme un doute terminal sur un choix de vie inconscient. Non parce que le film est plus posé, plus historique, voire plus rationnel que tous ses précédents, ou parce que son obsession de la beauté contre la barbarie, de l'appel à l'imaginaire pour contrer les forces d'un réel obscur, serait plus évident ici. Mais parce que la croyance absolue, voire obsessionnelle dans la création, donc dans l'art comme rempart possible aux horreurs du monde, s'est visiblement fissurée. Il ne faut pas vivre, croire et aimer, malgré tout, contre tout, ce qui se distillait de Nausicaa, le pendant utopique du Vent se lève, au château ambulant en passant par Totoro, mais il faut tenter de vivre ce que disent la plupart des personnages du film, et la nuance s'accompagne soudain d'un doute. Tous les films de Miyazaki abordaient plus ou moins en filigrane la noirceur de l'âme humaine et la guerre comme son ultime expression, mais il y avait toujours cette volonté farouche de vouloir faire croire au pouvoir de la création, comme si, malgré un pessimisme qu'il n'a jamais caché, Miyazaki se battait contre lui-même pour que l'enfant de la bombe qu'il fut ne baisse jamais les bras. Il a toujours dit, Miyazaki, je suis hyper pessimiste, mais il est hors de question pour moi d'infliger ce pessimisme aux enfants à qui je m'adresse. C'est quand même extrêmement fort d'avoir été un artiste traumatisé par la guerre, par ce qu'il a vu, par ce qu'il a traversé dans l'histoire du Japon. Et malgré tout, toujours essayer d'avoir ce regard sur la beauté du monde, en offrir des symboles, toujours intimer d'y croire, toujours dire à son spectateur et à son enfant spectateur, sois dans ton imaginaire, pénètre cet imaginaire. Il y a toujours cette bascule derrière le miroir qui t'amène vers un imaginaire, parce que l'imaginaire, c'est ce qui peut contrer le réel, c'est la seule chose qui peut contrer. C'est quelque chose en quoi je crois énormément. Je crois que notre monde va mal aujourd'hui parce qu'il perd sa capacité à imaginer, il perd sa compréhension des mythes, l'importance des mythes pour la constitution d'une humanité. Nanda? 美しいだろう？素晴らしい曲線だと思わないか？お前、骨を見るためにサバを食ってるのか？いいから早く食え！ Comme son personnage sans doute obsédé par les avions comme défi créatif plus que symbole de liberté, Miyazaki s'est donné tout entier à son art avec une dévotion telle qu'il en devenait seul moyen de survie. Or, contrairement à lui, le personnage du film ne voit pas ou ne veut pas voir la marche chaotique du monde, toujours à la périphérie de son point de vue, sans comprendre qu'il en est partie prenante. はやぶさの取り付け金具1個の金で、その娘の家なら1月は暮らせるよ。この国はどうしてこう貧乏なんだろう。On lui parle de ce qui se passe au Japon, il va même en Allemagne, on lui parle, mais il n'a pas l'air de conscientiser, il ne s'enferme pas dans la douleur ou la projection de ce qu'il il est tout entier tourné vers un absolu. Cet absolu génial que tu ne peux que cautionner. De dire oui, la création, l'imaginaire, c'est ce qui nous permet d'effacer les horreurs du monde. Et évidemment, toute l'ironie de l'histoire, c'est que ce mec, on arrive à fabriquer les fameux héros de l'armée japonaise qui vont aller niquer Pearl Harbor et tout ça, tu vois. Et cette façon dont Miyazaki peint cet aveuglement, voire ce déni, sans pour autant que son personnage ignore les douleurs qui l'entourent, témoigne avec une tristesse désarmante du questionnement à la fois nouveau et terminal qui taraude son œuvre, celui terrible de la nécessité ou de l'obsolescence de sa création. 私が飛行機をやめて付き添わなければなりません。それはできません。 C'est cette note amère dans un film qui se conclut sur une de ces rares parenthèses oniriques qui devient prédominante et qui m'a personnellement stupéfié. Ce personnage, sorte d'alter ego radical de Miyazaki, a-t-il eu raison de s'extraire du monde pour vivre sa création comme une utopie nécessaire, ou son refus de participer du monde a-t-il indirectement précipité sa chute? En cela, quelle est la valeur de son engagement, ou quelle doit en être la nature? Bref, de vastes et terribles questions, logiques quand on porte un dernier regard sur le sens hypothétique de sa vie, mais inattendues et presque cruelles de la part de celui qui a donné à nombre d'entre nous un vrai sens à leur vie. Et c'est terrible, parce que putain, tu vois, ça te met en perspective aussi vachement toi-même. Tu te dis, putain, voilà mon modèle, voilà le mec dont les films ont donné un sens à ma vie. Des films que moi, quand je les regardais, je me disais, mais ouais, putain, ouais, il y a que ça qui vaut le coup. L'art, la création, l'imaginaire, il y a que ça qui mérite de... Il faut se battre pour ça.
parce que c'est la seule liberté qui nous reste. Et t'y crois, et tu prends ce regard d'enfant, et tout d'un coup, j'ai ce mec qui se met à la retraite et qui te dit « Ouais, mais tu sais, mec... » C'est quelque part que je te délivre un truc testamentaire qui pourrait être juste un chef-d'œuvre de beauté, de mise en scène, de narration, dans lequel je continue à véhiculer mon amour de ce qu'il y a de beau dans le monde, de ce qu'il y a d'innocent dans le monde, de ce qu'il y a... tout ça. Mais non, en fait, je te fais pas ça. je te dis un peu le contraire. Et là, tu fais « Ah !» Et c'est très amer. C'est très très amer. C'est génial, hein. C'est génial, mais c'est dur. Putain, c'est dur. C'est un film dur, ça rase, c'est dur. 私はこの飛行を最後に引退する。創造的人生の持ち時間は10年だ。芸術家も設計家も同じだ。君の10年を力を尽くしていきなさい。Pour finir, certes pas de Steven Seagal pour se vider totalement la tête, mais un équivalent, une petite série B vraiment fun, comme j'en avais pas vu depuis un moment. Je parle bien sûr du bidonnant The November Man de Roger Donaldson, avec un Pierce Brosnan en mode James Bond super vénère, qu'on ne peut certes pas considérer comme un très grand film, mais dont la dimension super cheesy, alliée à quelques bonnes idées, enfante un actionneur sympathique qui ne pète pas plus haut que son cul. This kid is the best assassin I've ever trained. He's probably the best friend I've ever had. C'est sûr, à la simple évocation de Roger Donaldson, qui incarne à lui seul la définition du yes man touche à tout, les cinéphages ont envie de vomir ou de se taper une franche rigolade. Avec de belles bousesses cosmiques au compteur comme La Mutante, Le Pic de Dante, Cocktail, ou encore le remake de Guet-apens qui méritait à l'époque qu'on embauche un hitman pour le dessouder, Roger Donaldson est une sorte de Brett Ratner old school, mais néanmoins 1000 fois plus efficace en termes de fabrication. Lucy, 2 o'clock. Got him. He's moving. Hold your shot. Hold your shot. Check your line of fire. Don't shoot. He's moving. Do not shoot. Le bougre à bon qui des plombs bateau plus vite que son ombre, il y a quand même parfois, de temps en temps, un certain savoir-faire artisanal qui se fait d'autant plus ressentir quand les scripts sont tout pourris. Ça, c'est le gag aussi, c'est que quand on lui donne un super bon script, genre 13 jours, parce qu'il a fait 13 jours, ça prouve quand même les limites de sa capacité de metteur en scène. Mais je sais pas si vous vous rappelez 13 jours, ce truc sur la crise de Cuba dans les coulisses du pouvoir, entre les frères Kennedy et tout ça. Moi, j'avais halluciné. Le film, il est moche, de chez moche. Mais alors, le script, t'es là, tu fais, putain, ça déboîte. Ça aurait dû être, ce que je te disais, ça aurait dû être un Oliver Stone qui aurait dû faire 13 jours, et pas Roger Donaldson. Mais le mec, depuis qu'il a fait Sens Unique, c'est grosso modo. Bon, alors attends, là on a un petit truc avec un complot russe et un truc avec des Russes, Roger Donaldson. You have a problem with the call. I do what I'm told to do, sir. Mais attention, avec The November Man, c'est le haut du panier. Le haut du panier pour Roger Donaldson, il va sans dire, puisqu'il réussit à rendre ultra dynamique et par instants jouissif, un script hautement improbable qui mêle 3 bonnes idées à 4 tonnes de clichetons tellement ringards qu'ils en deviennent drôles. En gros, l'ami Pierce est un ex-espion super balèze qui masterise de la mort, mais qui se fait niquer par ses anciens potes espions, donc il va mettre le voyant prouvant à son ancien élève, qui le poursuit bien sûr, que c'est lui le Cador, le grand Manitou, bref, le seul et unique James Bond badass, tout ça bien sûr à la sauce Clancy sur fond de complot russe, avec en prime des sous-intrigues amoureuses de chez Cuculapraline, pour que ça ne ressemble pas au gros film de bourrin qu'il est en réalité. La badass attitude de Pierce Brosnan qui fait le kéké, mais pendant tout le truc, c'est genre, hey, j'ai 60 balais, mais vous êtes tous des blaireaux, je vais tout... Tu vois, le genre de phrase où le mec, au téléphone, il lui dit, bon, il y a 7 agents qui arrivent, et le mec, il fait, ah, 7 agents, tu crois vraiment que tu vas me niquer avec 7 agents, quoi. Et il les nique tous! Tell me about your target. Male, old, used to have skills. Used to. Mais le script de November Man a beau sentir plus mauvais qu'une culotte de Chuck Norris, le résultat est franchement fun et propose enfin des espions qui ne sont pas en voie de psychanalyse et qui agissent sans état d'âme, ce qui donne parfois lieu à des situations inattendues dans le genre. On fait un film, pas des espions à la, théoriquement à la Jack Ryan, genre analyste derrière leurs ordinateurs et tout ça, mais des espions de terrain qui sont censés faire des Black Ops, des opérations d'infiltration, donc des mecs qui ont le
permis de tuer, quoi. C'est des putains d'espions. C'est-à-dire que le truc que je dois faire passe avant tout le reste. Et Brosnan et son pote qui se pourchassent, toi, t'es entre les deux, là, t'as rien à faire là, t'es en train de perturber mon objectif, boum, tu t'en prends une dans la tête, et j'avance. Et si Donaldson est loin d'être le roi du plan symbolique, son découpage sec et son fioriture donnent au film une vraie nervosité qui réussit à transformer la plus cheesy des scènes en gag involontaire. I don't get you, Devereaux. I'm the one you want. Why not take your shot? Tempting. Give away my position, though. C'est le petit jeu ludique entre lui et la team qui le poursuit, où comme évidemment ils connaissent les tactiques des uns et des autres, ils se mènent en bateau systématiquement, et Pierce Brosnan il fait plein de petits trucs, de petits détails, tu sais, qui induisent en erreur les mecs qui le suivent, et ils se marrent de ça après en les ayant au téléphone, donc t'as une espèce, voilà, t'as juste des petits moments qui sont super jouissifs, où tu te marres, tu dis bah voilà, quoi. All your friends try to kill you? Bref, ça s'oublie peut-être aussi vite que ça s'est vu, mais au moins c'est fondard, ce qui est de plus en plus rare en ce moment. Opération Frisson, c'est terminé. Encore une fois, je peux pas dire give me the DVDs you punk motherfucker. Très rapidement, Balade entre les tombes, c'est dispensable, vraiment. The Novemberman, c'est juste pour ceux qui ont envie de voir un actionneur débile, mais se marrer pendant 1h30. Et sinon, évidemment, à absolument acheter en DVD ou en Blu-ray, Le vent se lève de Miyazaki, parce que ce sera son dernier film très probablement, et que c'est quand même une grosse claque, aussi difficile soit-elle à supporter. Sur ce, je vous dis rendez-vous au mois prochain pour un nouvel OP où il y aura sans doute plein de trucs bien, mais je n'ai aucune idée de ce quoi je vais parler, donc voilà. Allez, au mois prochain, ciao. Et je vais te dire, heureusement qu'il y a des films, même si la majorité... Là, je vais te dire, même si la majorité sont pas terribles, tu trouves toujours un truc qui va te redonner, le... Moi, c'est Gone Girl. Gone Girl, alors sortant de Gone Girl, j'ai fait tiens, je vais tuer toutes les femmes. Et ça m'a fait du bien. Il va vriller réellement sociopathe. C'est inquiétant quand même. J'ai un seul mot à te dire. Sanatorium. C'est quoi Sanatorium, mec. Ah oui. Ou alors une bonne vieille lobotomie des familles, tu sais, tu vas avoir un mec qui va te...